qui n'a pas été annulé. Cela étant, il avait été condamné en 2012, donc à ses 1000 coups de fouet et ses 10 ans de prison pour les textes qu'il a publiés sur différents supports, et dont à l'occasion de la visite de sa femme, Ensaf, en Europe, elle effectue actuellement une tournée. Elle finit par Paris, mais elle a commencé par la Norvège. Elle est ensuite allée en Allemagne, puis aux Pays-Bas, à Bruxelles pour rencontrer la Commission européenne, et maintenant en France pour parler de la situation de son mari et pour obtenir des soutiens, notamment politiques, pour obtenir sa libération, mais aussi d'une façon plus générale de la situation des droits humains et de la liberté d'expression en Arabie Saoudite. Et donc, à l'occasion de son passage en Europe, de cette tournée, il y a également un livre justement qui est publié, 1000 coups de fouet, qui reprend les textes pour lesquels notamment son mari a été condamné. Alors, on est ravis de vous voir ici, d'autant que effectivement, à partir, comme je disais, on a commencé nous à se mobiliser depuis 2012, mais vraiment la mobilisation internationale a réellement je dirais, mis son cas en lumière à partir du 9 janvier. Et c'était une très forte campagne avec une mobilisation sans précédent, et vous en êtes ici, vous aussi, la démonstration, puisque en quelques semaines, nous avons pu recueillir à travers le monde plus de 1 400 000 signatures, dont 140 000 en France. Et ce qui montre aussi effectivement l'intérêt, mais aussi l'indignation que suscite le cas de Raif. Mais pour bien comprendre cette situation, le pourquoi, eh bien, il faut revenir aux fondamentaux de qu'est-ce que l'Arabie Saoudite, pourquoi ce pays qui commet des violations massives des droits humains. Et juste pour vous donner un indicateur, cette semaine, il y a eu le 90e exécuté qui a été condamné à mort en Arabie Saoudite, c'est-à-dire que depuis le nombre des exécutions atteint le nombre total des exécutions qu'il y avait eu l'année dernière, ce qui place l'Arabie Saoudite dans le trio des pays qui exécutent le plus avec la Chine et l'Iran. Donc qu'est-ce qui fait que ce pays où il y a tant de prisonniers d'opinion, où il n'y a aucune liberté d'expression, où la torture est pratiquée de façon assez courante, eh bien, il y a quand même un certain silence quand on entend la communauté internationale. Et pour en parler avec nous, eh bien, planter ce cadre, eh bien, on a le plaisir d'avoir avec nous Michel Michtomsky, voilà, qui est journaliste à Courrier International, qui est un spécialiste justement du Moyen-Orient, des pays du Golfe et de l'Arabie Saoudite. Ensuite, eh bien, nous aurons May Romanos qui, elle, va plutôt développer la question des droits humains, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et elle est campagneur chez Amnesty International et elle accompagne Ensaf dans sa tournée. Quant à Ensaf, eh bien, on ne vous la présente plus. C'est une femme très courageuse qui est aujourd'hui exilée. Elle a pu partir d'Arabie Saoudite juste avant la condamnation de son mari. Elle est exilée au Canada. Et depuis le Canada, avec ses enfants, eh bien, elle se bat pour obtenir la libération de son mari. Et elle reviendra à la fois sur le cas plus particulier, où en est Raif aujourd'hui, comment il va, mais aussi sur le combat qu'elle mène pour les droits humains. Donc je vais passer tout de suite la parole à Michel. Et ensuite, bien sûr, ils vont chacun parler pendant 10-15 minutes. Et l'objectif est bien entendu de pouvoir échanger avec vous. Donc on va garder le maximum de temps pour pouvoir échanger. Merci beaucoup. المضايقات لرايف وزادت التهديدات وتعدي في الشارع عليه وتهديدات على الموقع الإلكتروني، على صفحته في الفيسبوك، في التويتر. En 2011, un imam extrémiste a fait une fatwa contre Raif, et Raif aussi a continué à subir des menaces partout dans la rue, sur les pages Facebook et dans la vie quotidienne. اضطرينا بعد كده اننا نطلع برا السعودية، والفضل عن جد يرجع لرايف لانه هو اللي اقترح علي اني اطلع برا السعودية لانه الوضع ما ينفع يكون للاولاد.
طلعت برا السعودية. أول محطة كانت مصر، بعد كده رحت على لبنان. أول ما طلعت على لبنان معتقل رايف. Puis Raef m'a proposé de quitter le pays parce que la situation est devenue très difficile, parce que pour moi et pour mes enfants. Donc au départ, on est parti, on est allé en Égypte, et puis on s'est arrêté au Liban. بعد كده بدأت المحاكمات. المحاكمة الأولى كانت حكم الردة، المحاكمة الثانية كان 7 سنين و600 جلدة، المحاكمة الثالثة كان 10 سنين و1000 جلدة ومليون ريال غرامة و10 سنين منع من السفر. بعد كده زادت المضايقات من العالم كمان، يعني كان تهديدات لي على التليفون، مضايقات من أبو رايف، فاضطريت إني أقدم لجوء، فقدمت لجوء وكان المحطة الأخيرة في كندا. Depuis ce temps-là, Raef a subi 3. كانت لهم تنفذ أول 50 جلدة في مكان عام بعد صلاة الجمعة. Le choc le plus important pour moi, c'était lorsqu'on a infligé à Raef 50 coups de fouet dans un lieu public après la prière de vendredi à midi. كل هذا كان لأنه مسك قلم وعبر بشكل مختلف، دافع أو تكلم عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان في السعودية. شكرا على استماعكم. Tout cela, c'est parce qu'il a pris un stylo et il a écrit différemment. Il a demandé de parler des droits des femmes, de parler des droits de l'homme en général dans ce pays. Et je vous remercie. يعني إنه في أخبار جديدة وضع رأي بالنسبة لحالة لوضع القضية. تعتبر إنها تتنقل من مكان لمكان ومن محكمة لمحكمة، وللأسف ما في أي خبر إيش صار في المحكمة الجزائية، راحت للمحكمة العليا، إيش صار في المحكمة العليا، رجعت للمحكمة الجزائية، الموضوع مجهول. Pour ce qui concerne le jugement de Raef, c'est pas du tout clair. On sait pas, ça passe d'un tribunal à l'autre et pour l'instant la situation est opaque et rien n'est clair en Arabie Saoudite. Oui, oui, tout à fait, parce que. في دول عربية في عاملة وقفات احتجاجية، وفي دول عربية ظروفهم تقريبا ما تسمح. Oui, ça existe dans certains pays arabes. Il y a des manifestations pour justement défendre la cause de Raef, mais certains autres pays aussi, dans certains autres pays, la situation ne permet pas ce genre de mobilisation. Merci pour votre témoignage aux uns et aux autres. On nous a dit que vous sortiez du ministère des Affaires étrangères. Quelle est la position de la France sur le sujet? Qu'est-ce qu'elle a demandé? Quelle est la position de la France? كل الحكومات اللي رحتهم أنا أشكرهم وكلهم متبنيين القضية وواعديني بخير. De tous les gouvernements qu'elle a rencontrés déjà, ils sont engagés pour défendre la cause de Raef et ils font tous des promesses. Ce à quoi je pourrais rajouter que quand on pose ce genre de questions, nous-mêmes, puisque ça fait quand même des mois qu'on pose également la question, que ce soit au ministère des Affaires étrangères ou plus du côté y compris de l'Élysée, ce que l'on répond, c'est que bien sûr la France défend la liberté d'expression dans le monde et qu'elle n'a de cesse, chaque fois que M. Hollande eh bien, a des entretiens particuliers et en privé avec les dirigeants de certains pays, de s'en ouvrir, mais de façon tout à fait confidentielle.
Et justement, l'objectif aussi de la tournée d'Ansaf, c'est d'obtenir que ce soit plus que des propos confidentiels, et parce qu'on voit bien que la mobilisation est très très importante, mais il ne faut pas qu'elle baisse. Et une des craintes que l'on peut avoir, c'est que c'est le discours aussi qui est tenu en partie par l'Arabie Saoudite, c'est de dire surtout ne dites rien, ne faites pas de déclaration, parce que sinon on ne pourra pas prendre des mesures. Donc c'est inciter justement tous ces gouvernements à ne pas réagir publiquement, à ne pas condamner publiquement. Et le témoignage d'Ansaf, donc le témoignage aussi de mais etc. sur la situation, c'est pour justement au contraire avoir des condamnations publiques, parce que sinon le risque c'est que cette mobilisation qui est très importante, et d'ailleurs tout à l'heure monsieur posait la question par rapport aux pays arabes, il faut savoir que notamment dans des pays comme en Norvège, en Finlande, au Canada, eh bien aujourd'hui, non, je dis bien, ce ne sont pas des pays arabes, mais il y a la mobilisation continue, et donc dans certains pays, il y a tous les jeudis soirs des vigies qui sont organisées, qui pleuvent, qui ventent, qui neigent, devant l'ambassade d'Arabie Saoudite, justement pour bien signaler que le lendemain, il y a un risque que la condamnation soit appliquée, parce que comme je le disais, pour le moment, elle est suspendue, mais elle n'a pas été abandonnée, et donc il y a toujours ce risque, donc il y a la mobilisation continue. D'autres questions? Oui, bonsoir, merci pour ce témoignage et vos interventions. J'ai entendu dire que l'Arabie Saoudite pourrait obtenir la présidence du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Ouais, moi aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai. L'Arabie Saoudite pourrait obtenir la présidence du Conseil de l'ONU. On a entendu la même chose. Malheureusement, il y a une question de policy à Amnesty, c'est qu'on ne commente pas, on ne peut pas supporter et on ne peut pas ne pas supporter, mais aussi on a entendu que c'est peut-être hors de la table maintenant, c'est plus le cas. On ne sait pas, on doit attendre. Une question là-bas? Oui, merci beaucoup d'être là déjà et de votre courage. Je suppose que tout le monde se pose la même question. Finalement, quand il y aura la chute du régime de Bachar el-Assad, nous nous demandons, je suppose tous, est-ce que ça va changer la situation? Même si ce n'est peut-être pas directement lié, c'est une question qui vient à l'esprit assez rapidement, pour ne pas dire logiquement. Alors, que pouvons-nous faire? Nous devons attendre, tout le monde, enfin, tout le monde, je ne sais pas, vous venez de le dire. Je n'étais pas au courant de cette abomination, et ce n'est pas tellement étonnant. Votre mari n'est qu'un cas, désolé. C'est le cas principal, ici, ce soir. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire ce soir? Merci. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être... Philippe, est-ce que vous voulez répondre sur la première partie? Oui, il y a deux questions. On peut dire qu'il y a deux questions. La relation, qu'est-ce qui se passera, ce qui se passerait avec la chute de Bachar, et ensuite peut-être... Oui, je ne pense pas qu'il y ait une réponse simple, ni très optimiste à votre question. Je pense qu'il ne faut quand même pas oublier que Bachar el-Assad, c'est celui qui tue le plus. Voilà. Daesh à côté, c'est pas grand-chose. C'est mieux mis en scène, mais voilà. Les pires atrocités, c'est quand même des régimes de ce genre de Bachar el-Assad et des régimes, tous ces régimes plus généraux qui bloquent les sociétés arabes et qui gouvernent par la force. La Syrie n'est pas sortie de l'affaire du tout et ne sera pas sortie de l'affaire de sitôt, et ça risque de durer encore très longtemps. N'empêche qu'il y a quelque chose qui est indispensable. Il y a un passage, il y a une très bonne analyste tunisienne qui disait à propos de la Tunisie, où ça se passe plutôt bien, mais qui disait il y a des passages
et des sorties du sacré ou de l'autoritarisme, etc., qui ne peuvent pas se passer sans violence. Alors la seule chose que j'ai envie de dire quand même et de souligner, c'est que je crois une chose qu'il faut faire, c'est de rester optimiste par rapport et de faire confiance au monde arabe, qui lui aussi porte des aspirations à la liberté. Les révolutions, le printemps arabe l'ont montré, ça s'est souvent très très mal passé. C'est en très grande partie pas tellement la faute des révolutionnaires, mais la faute des contre-révolutionnaires, c'est-à-dire toutes les forces du conservatisme, de l'autoritarisme, et qui ont réinstallé en grande partie des régimes absolument abominables. Et aujourd'hui en Égypte, c'est pas du tout le même degré que Bachar el-Assad par exemple. Aujourd'hui en Égypte, vous avez quand même un ministre de la Justice qui fait des déclarations qui sont tout à fait aussi graves que vous pouvez les faire les frères musulmans, aussi islamistes. Enfin, aujourd'hui, on a l'autoritarisme, le blocage de la société, et en plus, on a un discours moralisateur et islamiste. On a des emprisonnements d'homosexuels, etc. Donc, on a le blocage des sociétés, certainement, ça ne sert à rien. Donc, je pense qu'une des choses qu'il faut faire, c'est d'être attentif, à continuer à faire confiance à ce qui est universel, c'est-à-dire une aspiration à la liberté qui, devant les Arabes, ne sont pas du tout exclus. Même ça prendra peut-être du temps encore dans certains pays. أنا أشكركم كثير على إنكم معايا، وعلى ما أظن إنه أهم شيء إننا نعمله رايف إننا نستمر على موقفنا إلى ما يطلع رايف. في عندنا مثل يقول كتر الدقق يفك الحديد، يعني أكيد طول ما إحنا عم نستمر راح يتحرر رايف. Ce que je veux demander, c'est de continuer. On doit continuer toujours jusqu'à ce que Raif sorte de la prison. Et comme on dit chez nous, c'est un proverbe arabe, donc à force de taper, on coupe le métal. Donc il faut continuer à taper jusqu'à ce que Raif sorte de la prison. Une remarque et puis poser une question à Amnesty International. D'abord la remarque qui rebondit sur ce qu'a dit la personne qui parlait de Bachar el-Assad. Je ne pense pas que le cas bien qu'il ne faille pas oublier les autres prisonniers politiques, bien entendu, je pense que le cas de Raif Badawi est singulier, parce que Raif Badawi est quelqu'un, un arabe, un musulman, un saoudien, qui met au centre de sa réflexion la laïcité comme une solution aux problèmes des pays arabes. Et ça me paraît d'une importance capitale. On ne doit pas oublier ça. Il en parle dans sa préface que j'ai vue en ligne. S'il se donne la peine de rapporter cette anecdote de ce qu'il a lu sur les toilettes de sa prison, la seule solution c'est la laïcité, ben, c'est pas quelque chose d'anecdotique, c'est important. Et puis l'autre question, la question que je voudrais poser à Amnesty International, il y a des vigies devant pas mal d'ambassades dans pas mal de pays. Je reçois des invitations à aller manifester en Belgique, à Genève et à Lausanne, pays sympathiques où j'irai volontiers, mais pourquoi pas à Paris? Il n'y a pas eu de manifestation depuis le 23 janvier. Alors pour quelle raison n'y a-t-il pas dans la capitale des droits de l'homme des manifestations devant l'ambassade d'Arabie Saoudite? La première partie. Oui, Amnesty International, elle défend la liberté d'expression et on ne défend pas ce que les personnes sont en train de dire. C'est vrai que la laïcité est importante, mais aussi ce que les autres prisonniers de conscience ont dit, c'est aussi important. Tous les gens ont droit à la liberté d'expression. Si les autres prisonniers d'opinion, ils demandent les réformes, la monarchie constitutionnelle, c'est aussi un droit et il faut le respecter et les défendre. C'est pour ça qu'on défend tous les prisonniers de conscience et on ne fait pas de différence entre eux. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais simplement dire qu'il y avait une singularité dans le cas de Raif. Je ne voulais pas dire qu'il fallait défendre plutôt Raif à cause de cette histoire de laïcité, davantage que les autres. Je voulais dire qu'il se différenciait quand même des autres. C'était pas un jugement de valeur. Voilà. Si demander les réformes en Arabie Saoudite, c'est aussi oser quelque chose de différent. Bien sûr. Donc, tout le monde est en train d'oser, chacun a sa vision. Bien sûr. Il est plus libéral, ça c'est vrai.
Et c'est pour ça, peut-être, il a eu cette sentence qui était un peu plus dure que les autres. Mais aussi, il faut savoir qu'il n'est pas le seul défenseur ou activiste qui a été condamné au coup de fouet, mais il a été le premier à être fouetté. Certainement. Oui.